Alors Abdel Fattah Sifedine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes représentant de l'IRD au Brésil. Vous avez coordonné le laboratoire mixte international de paléontoclimatologie qui travaille sur la variabilité et les impacts climatiques. Alors vous êtes engagé dans la coopération transatlantique et avec ce webinaire, eh bien, nous nous autorisons un peu le droit de suite puisque nous allons revenir sur les conclusions de la COP 30 de 2025 à Belém, et puis sur l'impact de ces décisions avant la prochaine COP et sur ce qui se prépare. Alors, d'abord donc, retour sur l'expédition que vous avez organisée, qui est une initiative un peu intéressante et pas tout à fait habituelle des COP, puisque vous avez organisé au nom de l'IRD cette remontée du fleuve pour une rencontre sur l'expédition dont vous allez nous parler, d'Ara Huissou. Vous le prononcerez sans doute beaucoup mieux que moi. Et d'abord, donc, ce retour sur l'expédition que vous avez conduite, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'en attendiez-vous? Et surtout, qu'en retenez-vous? Merci beaucoup pour cette invitation. Premier, si je peux compléter un peu les informations. Je connais très très bien le Brésil puisque j'ai fait ma thèse au Brésil. Et ça remonte en 1986, 87 et 88. Donc je connais très bien le Brésil. Et effectivement, lorsque l'annonce de l'organisation de la COP par le Brésil et par son président l'année lorsqu'ils ont déposé le dossier, Lula a bien situé la problématique. Il dit ça serait bien d'organiser une COP après celle de la COP 29. Ils ont dit, bah, écoutez, nous allons amener les gens en Amazonie pour qu'ils puissent comprendre le poumon de la Terre et comprendre comment ça se passe. Et effectivement, il est descendu dans l'échelle en amenant les gens à réfléchir sur le territoire. Et par conséquent, donc, l'Institut de recherche pour le développement dont je représente la présidente Valérie Verdi au Brésil, nous avons décidé d'organiser l'initiative, effectivement, vient de l'IRD, avec l'ambassade de France, et bien sûr, avec le Centre franco-brésilien de la biodiversité en Amazonie qui a été lancé lors de la visite présidentielle de président Macron au Brésil pour redynamiser ce centre franco-brésilien de la biodiversité. Qu'est-ce qui est mieux? C'est d'aller à la recherche, à la rencontre des riverains, des populations autochtones et de les écouter sur leur vie, leur vécu et comment ils voient et comment ils perçoivent le changement climatique. D'où l'idée d'Iarasu, quel est le moyen le plus simple de d'arriver à nos objectifs, c'est de descendre réellement le fleuve Amazon et de le remonter. Donc, ce qu'on a fait, et on a, disons, on a baptisé cette expédition Iyarasu. Iyara, en langage indigène, c'est la protectrice des grands fleuves. Et ara, c'est un préfixe asu, c'est quelque chose de très très important, de chose de très grand. Donc d'où vient cette combinaison de deux mots, yara, su. Et donc on a descendu le fleuve Donc, qui veut dire pour depuis vous la déesse du fleuve, exact. Et juste l'importance, et l'importance, l'importance. voilà. Donc parce que lorsqu'on se balade en Amazonie, principalement vous les connaissez l'Amazonie, vous allez la connaître via les fleuves. C'est le seul moyen d'y arriver à quelques endroits intéressants pour rencontrer les riverains et certaines populations isolées, principalement celles autochtones. Donc c'est par le fleuve. Donc c'est pour ça qu'on a baptisé notre expédition Yarasu. Et alors, vous deviez être un petit peu, finalement, par rapport à la manière dont les gens percevaient la COP, un petit peu hors norme, Disons que c'était les COP, disons, c'est original.
Oui, les COP, disons que c'est les grandes rencontres des gens qui négocient sur tout ce qui est climatique. Bien sûr, les chercheurs et les scientifiques qui doivent venir avec leur avancée pour essayer de contraindre les discussions. Mais on s'est dit pourquoi pas, avant, en pré-COP, venir avec le vécu, avec la parole, avec la voix des gens, des riverains, de cette population qui comprend très bien non seulement comment ça se passe, mais aussi ils savent comment on peut s'adapter au changement climatique et d'apporter des solutions qui peuvent être des solutions de mitigation des impacts du changement climatique. Donc, d'où cette idée, non seulement d'informer les riverains qu'est-ce que les changements climatiques, parce qu'on c'est quelque chose, c'est un détail, eux, ils le comprennent, ils le vivent chaque jour, ils le vivent, ils vivent sur les bords des grands fleuves, ils savent qu'est-ce que c'est une sécheresse, puisque lorsqu'il y a une sécheresse accrue, les bateaux ne peuvent pas naviguer, donc les aliments ne leur arrivent pas, les, les, les petits vont pas à l'école, donc lorsqu'il y a des inondations, ben, ils sont obligés de mieux construire le petite maison. Donc ils savent très très bien et ils savent l'importance de l'Amazonie. Et ça, c'était vraiment un objectif pour nous, pour la France, pour la coopération franco-brésilienne, parce que ça a été construit d'une manière équitable avec nos partenaires, d'apporter cette voix. Et je pense qu'on a réussi certains objectifs, pas tous, mais ça a été réussi puisque la caravane a duré 25 jours. Elle s'est arrêtée dans 10 petites villes. Elle a écouté beaucoup de gens, que ce soit des autochtones, des indigènes, des, des professeurs de collège, de lycée, d'école en Amazonie. Donc on Et a vous qui êtes scientifique, est-ce que vous avez appris des choses à beaucoup de partir de choses, cette caravane? beaucoup, beaucoup de choses. Lorsqu'on est scientifique, on a une manière de voir les choses. On avance de la science, mais on n'intègre pas la société. Je pense qu'il est important de plus en plus de venir vers la société, construire de ponts de la société. Je pense qu'il faut inverser la démarche. Premièrement, il faut poser cette question. De quoi on a besoin? De quoi la société a besoin? Où a la société avancé? Construire des projets scientifiques, d'où la science de la durabilité qui est beaucoup défendue dans notre institut et par notre présidente qui vraiment était avec nous d'ailleurs. Notre présidente, directrice générale, était avec nous sur tout le trajet de descente. Donc elle a compris que la stratégie scientifique qu'elle a impulsée à l'IRD, c'était celle-là. Il faut encore la développer, il faut aller à la Il faut rencontre. sortir des labos. Ah, exactement. Il faut comprendre pourquoi on va travailler sur une science qui réfléchit que pour une science. C'est bien, il n'y a aucun problème. Mais une science qui va avancer la science, c'est une bonne chose. Mais une science qui apportera des solutions pour la société est la meilleure science qu'il faut faire. Alors, Donc, est-ce que vous pourriez descendre dans donner l'échelle. quelques exemples, par exemple, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de ce que vous avez appris, vous qui êtes, comme vous nous l'avez dit dès le départ, vous connaissez le Brésil depuis tellement longtemps, donc finalement, en tant que scientifique, vous saviez beaucoup de choses. Est-ce que cette descente ou cette remontée vous a appris des choses? Elle nous a appris beaucoup de choses, que ça soit sur la biodiversité, que ça soit sur la gestion des ressources en eau, que ça soit sur euh, la bioéconomie. Je donne un petit exemple parce que sinon, je vais tarder. En plus, je suis bavard. On a visité euh, disons, une petite faculté de sciences dans une ville complètement éloignée de Belém, à peu près 5 heures de bateau. Et on a rencontré des jeunes, on leur a donné, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et les jeunes qui font leur master, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vivre en un avec les sociétés indigènes et regardent leur manière, leurs coutumes, leur savoir-faire, et à partir d'eux, ils construisent un projet de recherche. Ils nous ont montré comment ils peuvent utiliser le latex, un type de latex d'une plante amazonienne qui permet d'absorber le CO2. Des choses des choses qui sont à micro-échelle, des choses qui sont vraiment à l'échelle du patrimoine, du territoire. Et celles-là, c'est des choses qui peuvent apporter des solutions de mitigation. Je peux vous parler aussi de la gestion de l'eau. Mitigation, quand vous parlez de mitigation, vous parlez d'adaptation, en gros.
plus que mes solutions, en fait, réduire les impacts du changement climatique. On peut s'adapter à un changement, mais on peut le réduire, ce changement. Donc, Donc, on peut intervenir adaptation sur, et réduction. Donc, on est voilà, deux donc on peut à la place. intervenir sur deux choses. Euh, il y a des gens qui travaillent sur, vous savez, lorsque vous allez en Amazonie, vous allez vous demander un truc très bizarre. En Amazonie, vous êtes presque dans un océan d'eau et vous regardez des citernes d'eau. Et vous dites, mais pourquoi il y a des citernes d'eau s'il y a de l'eau? Eh ben, cette eau, elle est polluée. Elle est très polluée parce qu'il y a du mercure naturel. Donc, les gens apportent des solutions à leur niveau. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser la science théorique, basique, scientifique, mais il faut aller vers la société. Il faut construire avec eux. D'où la science de la durabilité. Donc, ça a été une expédition qui a été une expédition citoyenne, puisque vous avez rencontré les gens sur place, scientifiques, puisque vous aviez un message, mais vous receviez en même temps des éléments, et puis, bien sûr, interculturels. Alors, c'est une coopération qui a été exemplaire en matière de recherche, de diplomatie environnementale. Et croyez-vous que d'autres fleuves ou d'autres pays ont été intéressés et pourraient reprendre cette initiative? Alors, vous, c'est intéressant votre question. Je vous dis pourquoi elle est intéressante. Lors de notre expédition, justement, on a réfléchi, avant de monter le programme, à cette approche. Pourquoi? Parce que justement, la France, c'est un pays qui réfléchit à cette coopération. Vous avez parlé de la coopération transatlantique. Elle est dans notre âme, elle est dans notre vie actuelle. Donc, on a invité des partenaires d'Afrique et bien sûr, on a aussi invité des gens de la Guyane, puisque on a les mêmes problèmes en France, en Guyane, que l'Amazonie brésilienne ou péruvienne Bien ou sûr, autre. bien sûr. Donc, ils ont participé et effectivement, les Gabonais nous ont demandé d'organiser une Yarasu africaine en Guyane, au Gabon. Et bien sûr, la Guyane est très intéressée et nous allons engager une discussion pour organiser une petite, c'est pas des grands fleuves en Guyane, mais disons une petite caravane Yarasu. Oui, C'est mais bien pas des sûr, grands il y a une forte fleuves demande. pour vous par rapport à l'Amazonie, mais si on compare le Maroni, par exemple, à un fleuve de l'Hexagone, c'est un grand fleuve. Ah oui, 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 c'est un gros fleuve, mais si on le compare au fleuve, Si vous le comparez à l'Amazonie, effectivement, c'est pas un grand fleuve. voilà. Mais Voilà. effectivement, pour répondre directement à votre question, oui, oui. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation brésilienne nous demande de refaire une Yarasu parce qu'on n'a pas eu le temps. Et vous savez, le Brésil est énorme. Nous n'avons pas eu le temps de visiter toutes les écoles et tous les lycées. Donc, ils voudraient réellement qu'on travaille sur la formation des formateurs. Et l'IRD est vraiment très avancé à travers ces programmes dans le renforcement des capacités. Et on va travailler avec le Brésil sur ça. Et bien sûr, l'IRD avec d'autres opérateurs comme le CIRAD ou l'INRAE pilote un grand programme qui s'appelle One Forest Vision, qui est venu, qui a participé. Et on va voir ce qu'on pourrait faire au Gabon et bien sûr avec nos partenaires africains et pourquoi pas asiatiques. Mais ça a été une très bonne réussite et les gens, en fait, c'est des choses simples. Mais On n'a donc, pas créé le pour monde. l'instant, il y a déjà quand même un amorçage, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ouais, ouais. Bon. Et donc, vous pensez qu'il faut combien de temps pour monter une opération comme celle-là? Waouh. Écoutez, le jour que j'étais seul dans un aéroport, et c'est vrai ce que je vous dis, hein, parce que avant j'ai participé, on a monté une caravane au Maroc lors de la COP 22, c'était en 2016, et ça a été fait par mobilité terrestre, on l'a fait en voiture, et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en Amazonie, et puis boum, est arrivée la caravane, c'est-à-dire depuis mars 2025 jusqu'à à peu près fin novembre 2025. Et il faut pas oublier que cette réussite, elle revient à l'adhésion complète et très forte et une bonne motivation, que ce soit de l'ambassade de France au Brésil,
que ce soit nos partenaires, que ce soit notre gouvernance qui ont appuyé cette idée. Sans Et je ça, suppose aussi que les villages devaient être en accord avec votre démarche. oui, en fait, on s'est basé beaucoup sur notre bonne coopération, historique coopération au Brésil, parce qu'on avait une aide formidable de la CAPES. CAPES, c'est la commission qui se charge de tout ce qui est éducation supérieure. Et qu'est-ce qu'ils sont, on a fait en amont, on a fait une cartographie de toutes les écoles, de tous les lycées et de toutes les universités en Amazonie. Ça a pris du temps. On a pu Donc, si je cartographier résume un petit 300. peu, si je résume un peu le process, hein, c'est que finalement, vous quittez le lieu purement scientifique et étatique pour venir rencontrer la société et pour dispatcher, enfin faire des allers-retours au sein de cette société. Oui, oui, il faut. Et je pense que je dirais le premier point qui a émergé de cette caravane. D'ailleurs, il existait dans les discussions, mais là, ça nous a mis vraiment le centre de gravité. Le centre de gravité, et c'est de travailler sur l'échelle du territoire, écouter les gens, rencontrer, construire une cartographie des problèmes qui sont très hétérogènes et apporter des solutions à ces problèmes en utilisant une science d'approche pour la durabilité. Alors, on s'aperçoit effectivement que c'est une des dimensions qui est en train de prendre de l'importance et que souvent elle a été négligée. Alors, vous étiez bien sûr à l'initiative de cette expédition, mais vous étiez après aussi en tant que chercheur hein, partie prenante de la COP à Belém. Et bon, on s'est beaucoup penché sur cette COP. C'est la première fois qu'on entend réellement des propositions pour tenter de modifier le principe des COP, parce qu'on sait qu'ils ont apporté énormément de choses positives, mais on est en retard. Et les gaz à effet de serre continuent de s'accumuler. Donc, on envisage peut-être de modifier un petit peu ces COP. Alors, vous avez, en tant que scientifique, assisté à tous les débats qui ont eu lieu et sur les propositions qui ont été faites. Et qu'est-ce que, alors vous, personnellement, vous attendez, bien sûr, mais aussi qu'est-ce que la communauté scientifique, d'une manière générale, attend des futures COP? Est-ce qu'elle Disons, bon, envisage de les remodifier, par exemple? oui, bien sûr, mais disons que les COP, c'est une rencontre de plus de 30 000, 40 000 personnes, donc je vais Maintenant, être très, très mais je me ambitieux souviens de des dire, j'ai pas, premières. Les j'ai premières, on était participé. quelques centaines Oui, seulement. oui. Je dirais que c'est très, très ambitieux de ma part de dire que je participe à tous les débats. Non, mais j'ai suivi, effectivement, comme chercheur, les grandes débats, en fait, les plus importants débats pour moi. Il y a une petite frustration parce que je pense qu'on est à la 30e COP et les chercheurs, les scientifiques veulent aller à la pratique. On peut plus négocier, il faut qu'on rentre réellement dans l'exécution, euh, d'apporter des solutions. Comme vous dites, depuis 10 ans après l'accord de Paris, on est toujours en train de négocier. Regardez maintenant, cette COP a beaucoup été, les chercheurs, les scientifiques ont été frustrés par cette sortie ou pas sortie des énergies fossiles et qui était une grande attente de ces scientifiques et malheureusement, on n'a pas avancé. Je pense que les COP, en tant que scientifiques, doivent entrer dans les exécutions de tout ce, de tout ce qui a été orienté. Et ce sont des orientations. C'est pour ça que je dis, il y a des choses faciles à l'exécution. Il y a des orientations, il faut les exécuter. Il y a des programmes, il faut les exécuter. Si on continue toujours dans les négociations, on va perdre le temps et la planète, à un certain moment, elle va exploser. C'est des choses qui passent dans les pragmates. Scientifiquement, on peut passer d'un niveau à un autre. Et là, on va dire, waouh, et pourquoi on est passé tellement rapidement? Parce qu'on n'a pas pris de vraiment et rentrer dans des exécutions de certaines négociations qui sont claires. L'énergie fossile, il faut qu'on sorte de cette énergie fossile. Et Alors, vous avez vu, quand dans les débats, bah, malheureusement, ça n'a pas été fait.
Bon, quand on compare quand même les événements depuis la signature de la Convention en 1992 et aujourd'hui, il faut reconnaître que les COP, parce qu'on a tendance aussi à faire du COP bashing, hein, donc il faut rappeler quand même que les COP ont fait avancer quand même un certain nombre de choses. Je suis d'accord, mais il faut qu'elle avance plus rapidement. Regardez maintenant la COP. En fait, je pense que même si je parle en tant que scientifique et citoyen en même temps, les COP, ils doivent être d'une manière indépendante de la politique. Il faut exiger des Pourquoi c'est des politiques. sous? Et c'est là, quand Oui, même la politique qui exact. décide des budgets. Regardez ce qui se passe avant les États-Unis. Arrive Trump, il sort de toutes les institutions qui défendent tous les intérêts de cette planète sur laquelle on vit. Est-ce qu'il faut faire marche arrière pour essayer de convaincre? Il y a d'autres. Regardez qu'est-ce qu'il y a vécu le Brésil pendant le mandat de Bolsonaro. On prend du retard, on freine, on avance. Je pense qu'il faut rendre d'une manière ou une autre une certaine indépendance et une certaine impulsion positive à tout ce qui concerne le changement climatique. Et d'ailleurs, pas Donc que le c'est ce que vous changement avez fait climatique, en essayant de rencontrer la société civile. exactement. Donc on est venu avec cette voie. Et sachez que ils ne nous attendent pas, les riverains, la société civile, vous, nos enfants, notre génération. Ils essaient de participer, mais ils sont frustrés par ce blocage, qui est un blocage technocratique qui n'a pas de sens. Et demain, la COP, ça peut être quoi alors? Ben moi, demain à la COP, il faut rentrer dans des plans d'exécution. Écoutez, il faut qu'on travaille sur un agenda de 4 ans. Il faut qu'on arrive à ça. D'ailleurs, on a commencé à le faire. Grâce aux scientifiques, il faut qu'on réduise la moyenne température de cette valeur. Donc, il faut qu'on fasse ça et ça pour y arriver. Malheureusement, on retarde toujours. En fait, les recommandations sont là, mais il faut les exécuter. On est à mi-chemin. Et oui, il y a des chemins, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. On voudrait forer 400 puits en Amazonie pour le pétrole. Quels sont les impacts? Le Brésil défend une politique de gestion de financement climatique pour la biodiversité. Ils veulent mettre un plan de TTF, de Tropical Forest Forever Facility. Donc, il y a des choses qui sont économiques, effectivement. Il faut qu'on travaille sur des solutions qui respectent, mais il faut y aller, euh, il, il faut Les appliquer les solutions choses. économiques, justement, comment vous les analysez? Est-ce qu'elles peuvent vraiment changer les choses ou bien est-ce que c'est l'économie que vous mettez maintenant en avant plus que la Non, j'ai pas science? dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai cité ce grand programme qui est lancé, qui est défendu par le Brésil, qui est le TFFF, Tropical Forest Facility Forever, qui était une idée qui remet de Lula. Et c'est un plan d'investissement de 125 millions de dollars pour mettre ça comme un investissement et les intérêts de ces investissements peuvent aller vers les pays qui sauvegardent la forêt en leur donnant un certain nombre d'investissements en retour avec une descente dans l'échelle, une implication de la société riveraine, les indigènes et autres. Bon, Et vous avez le rencontré Brésil, des gens qui sont prêts à cela, ben, qui comprennent si et vous qui sont prenez par prêts. exemple, si vous prenez en fait, on a lors de Yarassou, on a eu beaucoup d'échanges avec des populations indigènes. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre ce que je dis. Donc, bien sûr que le Brésil, je donne l'exemple du Brésil que je connais très bien, ils ont une banque qui s'appelle BNDES et qui donne des moyens de développement durable, de start-up pour une économie verte. Et les indigènes, bien sûr, ils s'organisent en tant que communauté, ils sont communautaires, et ils proposent un plan de bioéconomie inclusive à l'échelle micro, et ils travaillent pour bien sûr y vivre, préserver et faire une bioéconomie inclusive, pas extractive. Voilà. Et bien, lorsque vous leur parlez, vous imaginez qu'une banque brésilienne va donner de l'argent, prêter de l'argent à une communauté. Mais la définition d'une communauté indigène n'a rien à voir avec la territorialisation, la définition des frontières du Brésil. On a parlé de beaucoup d'une société indigène qui vit dans les frontières entre le Brésil, le Venezuela,
Et pour eux, le territoire n'a rien à voir avec les frontières. C'est-à-dire que des indigènes de Venezuela bénéficient de ces prêts. Donc, si vous me dites qu'est-ce qu'on fait, comprenez la définition de territoire, respectons ces gens parce qu'ils vont intervenir. Et donc, Et c'est le pareil pour combat la avec le Colombie. changement, Et vous avez parlé du exactement. Venezuela et du Voilà. Brésil. Oui, mais euh, euh, si on rentre dans les exécutions, il faut qu'on facilite, définir les territoires. Donc voilà, donc il faut comprendre ces gens. Et pour les comprendre, on a essayé, 25 jours, c'est pas suffisant. On a essayé d'aller à les rencontres. Effectivement, beaucoup de ces problèmes ont surgi. Comment une banque brésilienne peut prêter de l'argent à une communauté ou donner de l'argent à une communauté autochtone brésilienne, mais pour eux, une définition de communauté brésilienne, ça n'existe pas. Pour eux, c'est d'autres définitions. La définition de territoire pour ces sociétés n'a rien à voir. Et on devrait les comprendre. Et bien sûr, on doit Enfin, de créer, territoire administratif et de territoire géographique. exactement, voilà, voilà. Il y a une Donc, différence entre les deux, quoi. exactement. Et voilà, les mecs, les gens qui travaillent sur ce latex en faisant des papillons qui peuvent être dans le marché, qui vont faire partie de notre vie, peuvent participer à cette échelle à la réduction des impacts du changement climatique. Alors, la Je, Colombie a tenté la chose hein, et n'a pas forcément exact. réussi. Justement, il faut insister, il faut insister, il faut insister. D'ailleurs, grâce à Yarasu, notre présidente directrice générale, elle a compris l'intérêt de elle donne une impulsion au projet scientifique et elle a créé un laboratoire mix international en Amazonie, 2 laboratoires mix internationaux en Amazonie, qui vont vraiment travailler dans cette échelle. Et ce sera vraiment pas le début, mais un virage que l'IRD prend puisqu'il va inclure dans ses approches scientifiques la société, ce qu'on parle d'une science participative. Je vous donne un exemple. L'Amazonie est tellement énorme et grande et les fleuves sont énormes. Alors, nos chercheurs plus nos partenaires ont créé une initiative qui s'appelle Rio Online, le Rio Online. Donc, ils ont demandé à beaucoup de citoyens qui vivent au bord du fleuve de participer comme observatoire à la vie du fleuve, à sa qualité, et s'ils rencontrent des difficultés, un, un changement qui n'est pas habituel pour eux, ils prennent une photo, ils l'envoient aux chercheurs qui sont à Manaus, les chercheurs analysent cette photo, et si c'est vraiment quelque chose de très important, ben ils interviennent comme des pompiers pour aller aider ces populations à résoudre ce problème environnemental. Donc, la société doit Donc, être on est au sur une cœur. science participative. Exactement. La science doit être au cœur et apporter par son savoir scientifique des solutions à la société. On ne peut pas aujourd'hui faire que des articles de fort impact et il faut changer les choses. Il faut vraiment intégrer un mode de réflexion au centre duquel il y a la société. Et Mais lorsque je parle de sa société et son environnement. c'est un travail aussi qu'il va falloir mener dans les labos parce que les scientifiques sont aussi très arc-boutés sur leur savoir et Je de pense qu'on y valider leur arrive. savoir. Je pense que même si on prend le temps, on y arrive. Aujourd'hui, à l'IRD, que je connais très bien, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui commencent à aller vers cette approche. Oui, mais Moi, je suis l'IRD a pas. toujours eu une culture hein, qui, l'ancienne Alstom avait déjà Oui, avait appris à travailler avec les sociétés. Ce n'est pas le cas de tous les scientifiques hein, qui participent c'est vrai, c'est aujourd'hui. vrai, c'est vrai. Mais par contre, il y a un processus qui s'appelle l'humérisation, l'UMR, l'unité mixte de recherche, dans laquelle en France, ces chercheurs IRD qui ont vécu 4 ans en expatriation, ont travaillé avec, ils s'imprègnent d'une science totalement, une réflexion totalement différente. Ils arrivent dans le laboratoire et ils essaient d'expliquer. Et je pense qu'il faut qu'on renforce et qu'on aille vers cette direction. Et ce sont des modèles, des concepts qu'on développe avec nos partenaires ici pour ce qui concerne l'IRD, mais ce sont des concepts qui peuvent s'appliquer absolument partout et surtout chez nous en France.
D'ailleurs, lors de Yarassou, on a beaucoup travaillé avec une ONG qui travaille sur la sauvegarde des grands fleuves, que ce soit des grands en France ou en Asie, en Afrique. Donc, on a reçu à peu près une vingtaine de chercheurs internationaux, y compris des Français, pour qu'ils discutent entre eux en Amazonie avec les riverains. Et ça change le mode de réflexion. C'est pas un truc automatique, mais c'est un truc qu'il faut renforcer. Très bien. Alors, avant de passer à un autre thème, si on devait résumer un tout petit peu la manière dont, enfin, quelles sont les suggestions ou comment pourrait être une COP demain? Enfin, on est à peu près à mi-chemin puisqu'on est en 2026-2025 et qu'on doit, à la fin de ce siècle, avoir complètement résolu les problèmes de gaz à effet de serre. Est-ce que, donc, on a encore de nombreux scopes à vivre, hein, comment faire pour que une lassitude ne s'installe pas et que demain, euh, tout le monde reparte sur quelque chose de nouveau. Quels sont les conseils ou comment vous voyez demain les COP se dérouler? Indépendamment de tout ce que vous nous avez dit, bien sûr, sur cette démocratie participative, cette science participative et cette association plus importante de la société civile. Je vais vous donner j'ai participé à, pas à une COP, mais lors du G20, on a participé à des négociations avec l'ambassade de France sur les formes de G20 peuvent travailler sur le changement climatique et la science. Et la majorité du temps, on passe notre temps à voir où mettre une virgule ou quel verbe est adapté à quelle recommandation. Aujourd'hui, il y a pour moi, en tant que scientifique, il y a chose très importante à mettre en ordre, mettre en marche, euh, exécuter les recommandations scientifiques, mettre la science au cœur de ces négociations. Je pense qu'elles sont là, les Est-ce que vous pensez recommandations. qu'elle n'y est pas assez? Ben, il y en a beaucoup. Il faut qu'on en prenne au moins quatre ou cinq et les exécuter. Travailler dans des plans d'exécution avec des plans d'éducation très forts. La Donc, on jeunesse peut nous attend. imaginer qu'une COP demain serait, par exemple, prenne, par exemple, les décisions des COP qui ont déjà eu lieu et demande qu'on aboutisse sur tel ou tel point. Exactement, mais avec beaucoup de participation. On ne peut pas les exécuter que dans les laboratoires. Non, vous avez vraiment mentionné. Regardez les crédits de la recherche euh, diminuent de plus en plus. La première des choses qu'on sacrifie, c'est toujours la recherche, c'est toujours la science, c'est toujours l'éducation et c'est toujours la santé. Et si on change un peu ça et on oublie un peu les guerres et les armes et autre chose, et on travaille sur une science de paix, une science de formation, une science dont les piliers sont effectivement là. Ils existent, il faut simplement les appliquer. Et je vous donne un exemple très simple. Vous savez, ici en Amazonie, dans le bassin amazonien, on a une organisation de coopération sur tout le bassin, dans lequel participent 8 pays, Brésil, Pérou, Bolivie, pour l'Amazonie. Ben, normalement, ils doivent échanger leurs données, ils vont échanger leurs formations. Eh ben, la grande difficulté, c'est de les mettre autour d'une table et de faire converger leurs objectifs. C'est difficile. Donc, il faut changer ces manières de faire, notre manière de travailler. Les Est-ce que vous croyez recommandations, vous qu'on peut les y avez dit. arriver? Et comment, Oui, justement? oui, oui, oui. Oui, on y arrivera parce qu'il y a une jeunesse derrière nous qui veut ça. Parce qu'ils ont vu ce que les générations veulent, ce qu'ils ont fait pour cette terre. Je pense qu'ils sont là. Et comme vous avez dit, Yarasu, pour moi, c'était une leçon. Chaque jour, j'apprenais des choses. Et je sais qu'il y a une jeunesse qui veut être appuyée, qui veut travailler et qui veut réussir. Et je pense qu'il faut croire en cette jeunesse. Et je pense que nos politiques doivent arrêter de nous faire peur pour autre chose, mais doivent regarder en premier ces trois piliers, éducation, santé et bien-être. Mais vous vous rendez bien compte, et là on en arrive à la dernière partie de notre intervention, que c'est pas aujourd'hui
la route qui est en train de prendre le monde. Eh On a ben, il faut la forcer. on a vu que les coups de boutoir trumpiens faisaient plutôt, allaient plutôt à l'encontre de ces démarches. On avait l'impression que tout cela était lentement en train de changer, en train de... Moi, j'appartiens à une génération qui a cru que, effectivement, on pouvait aller vers une science de la paix, etc. Et on s'aperçoit au contraire aujourd'hui et alors, on en arrive effectivement à l'opération vénézuélienne. Comment est-elle perçue au Brésil? Et elle va modifier quand même des choses, hein. Elle va quand même Ben, mettre en péril un peu tout ce que vous dites. je ne pense pas parce que lorsqu'il y a un fou, il faut se comporter pour l'aider à comprendre les choses. Il faut pas qu'il nous fasse peur. Aujourd'hui, ce qui a été fait au Venezuela, tout le monde est contre cette méthodologie qui n'a rien à voir avec les valeurs de même de ce pays. Si j'en crois les Américains et avec mes collègues universitaires, j'ai passé un an aux États-Unis, je les connais. Heureusement, malheureusement, en fait, heureusement, je suis quelqu'un qui pense toujours positif. Aujourd'hui, personne ne donne, disons, une carte verte à ce monsieur. Moi, je l'appelle même pas, j'ai même pas envie de prononcer son nom. Il faut la Zani, c'est vraiment vécu d'une manière un peu, on regarde ce qui va se passer. Notre crainte, ou la crainte, parce que je dis notre crainte en tant que citoyen, mais la crainte des Brésiliens, sachez que cette année, on rentre dans une élection électorale brésilienne ils vont élire un nouveau président. Et la grande crainte des Brésiliens, c'est que il se mène des affaires internes du Brésil. Ce Et qui a c'est été pas fait au seulement le Venezuela, Brésil, c'est, hein, c'est un peu partout dans le monde, hein, mais je dirais que sa méthodologie, il va pas venir avec un hélicoptère et prendre Lula et le prendre en otage. Il peut pas faire ça, c'est impossible. Par contre, il peut faire comme les Russes avec les systèmes d'intelligence artificielle, avec intégrer tout le système et perturber tout le système électoral, parce qu'il veut que la droite passe ici au Brésil, et vous savez très très bien ce qui se passe avec la droite au Brésil. Donc la crainte, elle est là. Mais on observe aujourd'hui, on parle de Cuba, qui veut attaquer Cuba, mais tout ça dans le fait de contrôle des richesses. Je ne sais même pas s'il va arriver tout de suite à faire ce qu'il veut, mais son objectif est tous les grands pétroliers maintenant qui sortent de Venezuela, qui vont en Chine, en Russie, ils sont d'un traité de contrôle et c'est un peu baisser la force d'attaque de la mondialisation à travers un développement économique chinois. On sort un peu de, de toute la préoccupation de sauvegarde de la terre. C'est pas possible. Je pense qu'il Mais faut arrêter. est-ce que justement toutes ces données-là vont être intégrées? Est-ce qu'on va pas continuer à faire comme si ça n'existait pas? C'est-à-dire que C'est pas possible. on a vu un déni trop long par rapport hein, au réchauffement climatique. On a vu ensuite un déni trop long sur les faits qui étaient liés au réchauffement climatique, hein, donc la mitigation, etc., a pris du retard, hein. Est-ce que justement on ne va pas pareil avoir le discours que vous avez trop longtemps sans prendre en considération les conséquences de ces coups de butoir? Moi, je crois beaucoup aux outils de la démocratie. On va pas faire la guerre à Trump parce qu'on n'a pas les capacités donc de le faire. Mais par contre, il faut convaincre les Américains, puisque normalement, il doit arriver à son mi-terme de son mandat. Normalement, en novembre, les Américains doivent regarder auprès de ce que ce monsieur a fait. Moi, je pense que il faut travailler avec eux, il faut les sensibiliser de ce qu'ils ont fait en mettant ce monsieur à la tête de la présidence américaine, que c'était pas la bonne solution. Donc, je pense qu'il y a des outils démocratiques qu'il faut utiliser, qu'il faut sensibiliser les Américains dans ce sens. On est démocratique et on pense à la démocratie, et sans cette démocratie, on devient autre chose. Donc moi, je suis plutôt vers ça. J'en discute beaucoup avec mes collègues scientifiques américains. Ils sont conscients et je crois en eux. J'espère qu'ils feront quelque chose pour arrêter ces dégâts. Ces dégâts, comme vous le dites, sont très néfastes.
Alors, on vient de vous entendre donc en tant que citoyen mais en tant que citoyen scientifique, hein. Là se profile en avril prochain une réunion qui avait été prévue à Belém entre la Colombie et le Brésil, appuyée par les Pays-Bas pour une sortie des fossiles. Donc, ça doit se passer à Santa Marta, je crois. Et Oui, Santa euh, Marta le 28 avril, je à pense, 28 mai. 28 avril. Est-ce que cette réunion... Alors, j'ai deux questions. D'abord, pourquoi cela ne s'est pas passé à la COP30? Pourquoi la COP30? euh, Est-ce que, par exemple, le Brésil avait envie d'avoir une réussite qui lui appartienne et n'a pas insisté trop dans la COP30 pour que ce soit reporté à son initiative en avril? Donc ça, c'est une première question. Donc pourquoi la COP30 n'a pas fonctionné là-dessus? Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que cette réunion qui va avoir lieu en avril sur la sortie des fossiles ne va pas être influencée justement par ces événements nouveaux qui sont le Venezuela, etc. C'est-à-dire finalement la ressortie de l'exploitation du pétrole, que ce soit d'ailleurs au Venezuela, mais on l'a aussi dans le sud du Brésil, etc. Heureusement que cette réunion, heureusement, imaginez que cette sortie d'énergie fossile et cette réunion n'a pas été programmée. Ça veut dire qu'on sort avec un bilan très négatif puisqu'on l'a pas discuté à Belém. Je ne connais pas les raisons, mais heureusement que de Belém, on est sorti avec la programmation de cette réunion. Vous savez très bien que cette réunion, elle va beaucoup discuter de la place de la sortie d'énergie fossile. Sachez très bien, et c'est pas quelque chose qui est caché. Le Brésil veut faire des forages en Amazonie. Ils sont en train de travailler sur des forages en Amazonie. Et ils veulent le faire parce qu'aujourd'hui, il y a une bataille économique, mais ils veulent le faire d'une autre manière. Et j'espère qu'ils vont freiner cette idée de faire des forages en Amazonie. J'espère que ça a été freiné ou j'espère que ça va passer. Et c'est l'occasion. Donc, il faut encourager cette réunion qui ait lieu, qu'on sort au moins avec des conclusions qu'on n'a pas été faites. Donc, je dis heureusement qu'il y ait cette réunion. Imaginez que on passe directement et on oublie ça. Mais je pense qu'on va sortir avec, moi, j'ai une certaine Donc pour confiance vous, à c'est mes une partenaires grosse réunion, brésiliens. Oui, c'est un gros enjeu. oui, c'est un très grand enjeu dans lequel est soutenu par les Pays-Bas et avec la participation de pas mal de pays amazoniens et autres. Donc, je dirais que, comme je vous disais, je pense toujours positive et optimiste. Heureusement, ils ont décidé de faire cette réunion. Sinon, on sera avec un bilan qui ne négocie même pas la sortie d'énergie fossile. Et cette réunion, elle aura justement peut-être moins de lourdeur hein, que les COP. Oui, parce qu'elle a, elle a un Elle va être plus sur un process un peu comme les One Summit, hein. Euh, exact. voilà, c'est-à-dire en fait, c'est les bonnes volontés qui vont commencer à essayer, quoi. Oui, oui, exact. Elle a un objectif, c'est l'énergie fossile et ils auront le temps, on aura le temps de très bien la discuter. Et je dirais que moi, je suis de genre à dire, est-ce pourquoi multiplier les COP? Mais les gens ne pensent pas que ces COP, elles permettent de sensibiliser. Donc, on a la COP climat, on a la COP biodiversité, on a la COP désertification. Et là, on aura la première COP océan qui aura lieu aux États-Unis, figurez-vous. Donc, à New York. Oui, on le sait Donc, maintenant. hein, Mais on sait quand aura lieu, où aura je lieu pense la que c'est prochaine. à New York et je pense que c'est mois de juin, septembre. Mais elle aura lieu la première COP des océans. Donc voilà, multiplions, mais rentrons dans l'exécution, au moins la pratique et exécuter certaines recommandations. Pas toutes, mais commencer. D'ailleurs, l'énergie fossile peut être une, j'espère. Donc, moi j'y crois beaucoup parce que il y a une jeunesse qui veut. Imaginez que si vous avez une jeunesse qui n'est pas sensibilisée, et la jeunesse aujourd'hui, elle est très sensible euh, à ces changements à la terre, à la préservation. Et notre pays, la France, j'espère de tout mon cœur qu'on gardera le cap. Bien sûr, nous, on va rentrer aussi dans dans une élection l'année prochaine, mais j'espère qu'on gardera
ces grands projets comme le Centre franco-brésilien de la biodiversité en Amazonie, la One Forest Vision, il faut qu'on les garde. Il ne faut pas qu'on les sacrifie. Parce que ce sont euh, des moyens, en fait, ce sont des objectifs qui sont intéressants parce que on forme des gens autour de ces moyens. Pas beaucoup de moyens, mais de l'action. Il y a de l'action dans ces projets. Et l'action, elle permet à nos partenaires, à nous-mêmes d'apprendre et d'avancer. Trop lentement, mais on avance. Bien, écoutez, je vous remercie. On va passer maintenant aux questions éventuellement. Alors, moi, je dois avoir un problème de connexion. Je ne sais pas s'il y a, enfin, s'il y a des journalistes qui veulent poser des questions, qui n'hésitent pas à les poser directement ou bien à lever la main parce que je n'ai pas, je pense, une très bonne connexion. Voilà. Alors, donc, est-ce que, il y a des questions? Bon, bah, apparemment, Il n'y en a pas, ça me apparemment, il y réjouit. en a pas. Ça veut dire que tout le monde est d'accord Pas avec, compris. est d'accord Ou non avec pas vous. compris. Effectivement, alors vous avez évoqué bon la biodiversité. On sait que de plus en plus on la prend en compte avec les problèmes climatiques. Et vous avez évoqué la COP sur la désertification. La désertification a été une grande oubliée finalement dans les trois conventions qui ont été signées à Rio. Et, et- Non, en fait, ça a pas la même ampleur que du climat, mais je suis un grand défenseur justement de cette COP désertification. J'ai participé à celle à Riyad en 2024. C'est une réunion biannuelle. Elle aura lieu la prochaine en Mongolie. Et oui. figurez-vous que le Brésil veut organiser la COP 18 au Brésil pour la désertification parce que ça touche aussi l'Amazonie, ça touche tous les biomes. Et il y a une perméabilité extraordinaire entre les biomes au Brésil. Aujourd'hui, dans le nord-est brésilien, qui est vraiment caractérisé par ces grandes étendues semi-arides et arides, on voit une migration de certaines populations vers l'Amazonie et ils participent à la destruction de l'Amazonie. Donc il faut créer cet équilibre entre les biomes et l'IRD. Euh, et je reviens toujours à notre président directeur général qui est venu au Brésil, qui a compris les enjeux brésiliens et qui a compris l'importance de créer une Oui, alliance parce que avec le c'est pas Brésil. évident d'imaginer la désertification au Brésil. Non, et en plus avec les pays sahéliens. Donc, on travaille sur vraiment une coopération transatlantique sur ces enjeux de changement climatique et impact et l'augmentation de la désertification pour aussi apporter des solutions et à la COP, en fait, à la COP 30, mais principalement du Yarassou, on a organisé une réunion qui s'appelle le croisement des vues. On a invité des gens du Nord-Est et on les a mis avec des gens d'Amazonie. Et ils ont parlé ensemble sur des modèles conceptuels, comment s'adapter à une désertification et bien sûr une riche expérience aussi de la société du Nord-Est qui a apporté leur vision des choses. Alors, ce genre d'études ne nous vient pas, enfin, ne nous parvient pas suffisamment, je pense, hein, à nous, journalistes. Donc, on a un peu tendance toujours à traiter l'événement d'une manière, au moment où il se passe, hein, bon, d'une manière événementielle, sur les conclusions, etc., et les enjeux, mais il n'y a pas assez de suivi. Quelle solution on pourrait trouver justement pour que ces suivis se fassent plus régulièrement? Moi, je pense que j'espère que nos directrices du département communication de l'IRD y participent à cette visioconférence. Je pense qu'ils travaillent beaucoup sur la communication parce que une communication, c'est pas vraiment un truc simple. On communique, non. Il y a des outils, il y a des manières. Je pense que si je parle pour moi qui représente l'IRD au Brésil, moi je ferai tout mon effort pour vous inclure. Un truc simple. On l'a fait puisque Yarasu a aussi accueilli des journalistes à bord. Bien sûr. On a eu RFI qui est resté avec nous pendant 15 jours. On a eu M6. Moi, je pense que vous êtes les bienvenus lorsqu'on organise des expéditions pour que vous soyez imprégné de ce qu'on dit. Parfois, c'est pas simple
d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment on travaille. Mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait être accompagné et vous êtes le bienvenu sur les grandes expéditions qu'on va organiser en 2026. Ben, je vous remercie beaucoup. Bon, mais écoutez, si on n'a pas, enfin moi je ne vois pas apparaître d'autres questions. Je pense que de toute façon, l'ensemble des journalistes qui sont à l'Association des journalistes environnement, des journalistes spécialisés, ont les coordonnées de Mathilde Le Bourgeois et donc peuvent directement poursuivre avec vous cet entretien s'ils le désirent. Et donc, je rappelle qu'il sera mis en ligne très rapidement. Et je vous remercie beaucoup pour y participer, à moins que vous ayez encore quelque chose, bien sûr, à ajouter. Non, à mon tour de vous remercier de donner cette occasion, cette opportunité à mon institut et bien sûr à moi pour défendre nos valeurs que vous avez pu euh, sentir d'un chercheur de l'IRD de France qui travaille dans cette direction de montrer que les choses les plus difficiles sont les plus simples à réaliser. Espérons-le et écoutons vos pronostics et souhaitons en tout cas à l'Amérique du Sud de poursuivre son travail comme elle l'entend. Voilà. Et je vous Merci beaucoup. souhaite, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.